Bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier témoignage de l'après-midi autour du thème « Partager sa gouvernance ». Donc, je me présente, je serai votre animatrice, Anne-Laurence. Je travaille sur la RSE au sein de Comité 21. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Willy Siret, directeur général de Helena Santé, une entreprise basée à Vertou, qui a une démarche et un ADN fort sur tout l'ancrage territorial et le capital humain. Donc, bienvenue, Monsieur Siret. Et nous aurons également l'œil d'expert de Cyprien du cabinet KPMG. Merci Cyprien, bienvenue. Donc, comment va se dérouler ce témoignage ? Pendant 45 minutes jusqu'à 14h45, nous allons avoir un échange sur le thème « Partager sa gouvernance ». Donc, pendant 20 minutes, Monsieur Siret va justement expliquer ce qu'il fait au sein de Helena Santé pour partager sa gouvernance. Ensuite, on aura l'œil de l'expert, 5 à 10 minutes de Cyprien, qui nous donnera son éclairage sur le témoignage de Helena Santé. Et enfin, on aura un temps d'échange pendant 10-15 minutes, sur lequel vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, Covid oblige, il n'y aura pas de micro qui va passer dans la salle. On vous a affiché un numéro de téléphone et donc on vous propose de faire des SMS. Vous pouvez le faire tout le long de la conférence si vous le souhaitez et on reprendra ensuite les questions pour pouvoir les poser à Monsieur Siret de Helena Santé. Et donc voici le numéro de téléphone et il s'affichera également sur le haut des slides si vous voulez le noter, si vous n'avez pas eu le temps de le noter. Alors, partager sa gouvernance. Monsieur Siret, tout d'abord, déjà présentez-nous Helena Santé, et puis la gouvernance actuelle de Helena Santé. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, Helena Santé, c'est une entreprise familiale, nantaise, Anne l'a dit, que mon père a créée il y a un petit peu plus de 30 ans, avec notre siège donc, à Vertou. Notre mission, c'est de soigner et prendre soin de personnes fragilisées par la maladie, chronique ou non, diabète, troubles psychiatriques, Alzheimer, par les accidents de la vie, AVC, accidents cardiaques et autres, et puis par l'âge, dans des établissements pour personnes âgées, et puis des crèches. Juste pour vous situer aujourd'hui, Helena Santé, c'est 7500 professionnels dans 81 établissements et le siège. Donc 81 établissements qui sont des cliniques de chirurgie, des cliniques de réadaptation, des hôpitaux à domicile, des EHPAD, maisons de retraite médicalisées, et des centres de santé en France et en Belgique. Et pour faire très très simple sur les territoires sur lesquels nous sommes implantés, vous tirez un trait entre Bruxelles et Bordeaux, et dans un très grand quart nord-ouest, on a 80 et quelques % de nos établissements. Et puis vous tirez la parallèle entre Annecy et puis Perpignan, et vous avez là un petit 20% en bas à droite. Donc une entreprise créée il y a un petit peu plus de 30 ans. Dès le début de l'aventure, ça a été une aventure collective en créant le premier établissement à Nantes, la première structure, et en s'associant avec des familles nantaises, 6 familles, pour lancer cette première structure, et puis un médecin. Et depuis, on a fait évoluer notre gouvernance dans cette dynamique à la fois de démarche collective et d'entreprise familiale, mais en essayant d'éviter les mauvais côtés parfois de l'entreprise familiale. Je m'explique. Moi, j'ai rejoint l'aventure en septembre 1999 et on s'est toujours attaché à garder cet équilibre en disant les personnes de la famille qui rejoignent l'entreprise doivent être légitimes, c'est-à-dire il n'y a pas de poste créé ou dédié à des personnes dans la famille. Si des gens sont légitimes pour prendre ces postes, ils les prennent. S'ils ne le sont pas, ils ne rentrent pas dans l'entreprise.
Donc il y a 4-5 personnes de la famille qui sont dans l'entreprise, mais pas à des postes stratégiques pour la plupart. Ça, c'est le premier équilibre. Et puis le deuxième équilibre dans la gouvernance d'une entreprise familiale, c'est que les décisions, je vais faire simple, ne se prennent pas le week-end. Parce que si les décisions se prennent le dimanche midi ou le samedi soir à la Beaujoire, forcément les équipes le lundi en fait, n'ont participé à pas grand-chose et tout s'est décidé hors d'elles. Donc ça, c'est un premier équilibre qu'on a essayé de maintenir depuis une vingtaine d'années, depuis que moi j'ai rejoint l'aventure. Et puis le deuxième équilibre, ça a été de renforcer cette dynamique d'actionnariat large et de gouvernance à la fois maîtrisée, parce que quand vous grandissez en tant qu'entreprise familiale, le premier sujet quand même, c'est de garder le contrôle de l'entreprise, parce que par nature, vous n'avez pas la planche à billets, donc il faut bien faire rentrer des partenaires qui viennent vous accompagner et financer la croissance de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on a fait plusieurs fois, et donc avec une gouvernance qui est assez hétéroclite, sous forme d'un pacte d'associés en fait, et qui rassemble, pour être précis, aujourd'hui, les familles qui sont là depuis 32 ans, les dirigeants et quelques partenaires financiers, mais qui ne sont pas administrateurs du groupe, qui sont censeurs, donc qui ne votent pas concrètement. C'est nous qui votons. Et puis, on a réalisé la SMA BTP, une mutuelle qui nous a rejoint, qui va nous rejoindre dans les prochains jours, là. Et on a réalisé une importante opération à la fois d'augmentation de capital, là, elle est en train de se déboucler en ce moment, et d'association des salariés à l'actionnariat, avec deux éléments. L'un d'abord par le fonds commun de placement de l'entreprise qui permet aux salariés qui le souhaitent d'investir, d'acheter des actions de l'entreprise. Et le deuxième élément, c'est qu'on a créé une société qui s'appelle LNA Ensemble, qui est une société de salariés associés. Et pour vous donner des ordres de grandeur, dans LNA Ensemble, il y a un peu plus de 700 salariés qui ont investi plus de 32 millions d'euros pour participer à l'augmentation de capital et au contrôle du groupe. Et dans le fonds commun de placement qui s'appelle Nobelia, il y a un peu plus de 2000 salariés. Et ces deux outils, j'ai envie de dire, ces deux structures réunies, les salariés détiennent aujourd'hui 10% du capital de l'entreprise, ce qui, compte tenu de la taille de l'entreprise aujourd'hui, on fera à peu près 625 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, fait que ça commence à être important de détenir 10% du capital. Et donc ça s'anime derrière en matière de gouvernance. Alors, on en discutait avec Cyprien juste avant, nous on a un certain nombre de principes particuliers. On a un conseil d'administration par mois, enfin 11 par an, on n'en a pas au mois d'août. Ça veut dire qu'on a des administrateurs qui sont engagés, impliqués, qui sont là fréquemment, qui ne viennent pas 3 fois par an dans l'entreprise. Et ça, c'est un impératif pour nous. Et puis, on est en train d'organiser, on en parlait tout à l'heure, justement pas plus tard qu'il y a quelques minutes avant que j'arrive, au bureau, pour à la fois animer la participation des salariés à la gouvernance de l'entreprise, donc participer au conseil d'administration, bon ça c'est de fait, ça va s'animer facilement, mais aussi animer cette communauté de 700 salariés associés, qui est nouvelle, et qui n'est pas facile à animer, parce que par nature, nos salariés, ils sont éclatés aux quatre coins du territoire, ils ne sont pas géographiquement sur Nantes, ils sont aux quatre coins du territoire. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc très concrètement, tout à l'heure, on est en train de regarder pour louer la salle des fêtes de Vertou, pour organiser notre assemblée générale annuelle avec 700 salariés potentiels, je ne sais pas si tout le monde pourra venir, pour organiser ça sur un après-midi. Enfin voilà. Donc c'est toute une dynamique d'embarquer les équipes, y compris par la détention de l'entreprise, quelque part, c'est ma propre entreprise, de leur faire profiter de la croissance de l'entreprise. Et puis ça se traduit aussi dans le plan stratégique, on va peut-être y revenir après, mais de la co-construction du plan stratégique comme on a pu le faire il y a quelques années. Oui, en effet, et par rapport à cette démarche innovante au fait de partage de la gouvernance, où vous avez décidé d'impliquer encore plus les salariés, est-ce que vous pouvez un petit peu justement parler de l'animation de votre projet stratégique et comment vous avez impliqué vos parties prenantes, internes et externes, pour développer ce projet stratégique? Alors, le défaut, j'ai envie de dire, d'une entreprise familiale et avec des équipes qui sont là autour de nous depuis assez longtemps, c'est qu'on a l'impression que la stratégie elle est claire en fait.
que voilà, le chemin il est tracé, et ainsi de suite. Bon. En 2013, on s'est rendu compte que non, elle n'était pas claire du tout, et puis en plus, on avait des choix stratégiques à faire qui étaient importants, et donc il fallait qu'on partage la vision d'où on allait et surtout de comment on y allait. On a fait un premier projet stratégique en 2013-2017 qui s'est avéré être plutôt un succès par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, mais un échec par rapport au fait d'embarquer les équipes. Alors, très concrètement, on avait atteint nos objectifs, mais quand vous posiez la question dans nos établissements de ce qu'était le projet stratégique, alors là, vous n'aviez pas grand monde qui pouvait répondre. Donc le deuxième projet qu'on a travaillé en 2017, on l'a travaillé très différemment. Et là, on organise tous les ans, alors depuis 2 ans c'est forcément très compliqué, mais qui plus est dans des établissements de santé, mais tous les ans on organise une trentaine de journées métiers pour faire en sorte que, donc quand j'entends journée métier, c'est chef de cuisine, médecin, rééducateur, administratif, ainsi de suite, thérapeute ou autre. Les journées métiers sont souvent sur Nantes ou à proximité, et qui réunissent nos professionnels de l'ensemble de nos établissements. Donc c'est une façon pour eux de se voir, de partager des bonnes pratiques, de vivre ce qu'est l'entreprise, parce que par nature, nos équipes sont dans leur structure et connaissent d'abord leur structure, pas forcément le groupe, et parfois même c'est plutôt une image qu'une représentation concrète. Donc ces journées métiers, ça permet tout ça, de se connaître, d'échanger ensemble, et donc on a construit notre projet stratégique en 2017. Dans chaque journée métier, on a été questionner nos équipes sur... Donc ces journées métiers, ça rassemble sur toute l'année un peu plus de 1500 professionnels. Donc c'est un gros taux d'effort d'organiser tout ça. Et donc on a organisé, lors de chaque journée métier, des ateliers pour dire qu'est-ce que vous voulez que Helena Santé soit dans 5 ans et comment on peut être ce que vous souhaitez. Et on a donc travaillé notre projet stratégique qui s'appelle Grandir ensemble 2022. Eh bien, nous en a pris parce que depuis 2 ans, évidemment, dans nos activités de santé, on a été très, très, très percutés par la crise sanitaire, par le Covid. Et une des rares bonnes nouvelles à la fin de cette période, enfin à la fin, on n'est pas encore à la fin, mais on en approche, on espère, c'est que finalement, le projet stratégique qu'on a construit il y a maintenant 5 ans quasiment, eh bien, alors que le contexte de nos activités a complètement changé, eh bien, le projet stratégique, il est toujours valable. Et dans ses ambitions et dans ses axes stratégiques et moyens. Donc la preuve que la co-construction très large, parce que ça nous a pris 1 an en 2017, qu'on avait faite, c'était une bonne idée parce qu'il était robuste, ce projet stratégique. Donc là, Grandir ensemble 2022, par nature, en 2022, on arrive à la fin. Donc on va être une année un peu de transition entre finir quand même le précédent, qui plus est, qui a quand même été un petit peu perturbé dans sa mise en œuvre par l'année 2020 et l'année 2021, enfin surtout 2020, et puis préparer le futur projet stratégique. Et là, on va garder une recette qui marche, c'est-à-dire qu'on va travailler avec nos équipes pour co-construire ce projet stratégique sur les 5 prochaines années. Et justement, pour fixer ce cap et le projet stratégique, comment vous reliez au fait vos engagements RSE avec ce projet stratégique ? Alors, le premier enjeu dans une entreprise de services en réseau, comme nous, avec 82 sites, c'est de communiquer auprès des équipes et communiquer, si possible, assez directement auprès des équipes, parce que par nature, je le dis de temps en temps, si on faisait un autre métier, peut-être qu'on louerait 1 fois par an le Zénith de Nantes et qu'on ferait venir toutes nos équipes, mais quand vous avez des établissements de santé 24 heures sur 24 et 365 jours par an, vous pouvez difficilement dire aux patients, écoutez, nous on s'en va à Nantes, on reviendra demain soir. Donc par nature, nos établissements, on ne peut pas réunir nos équipes et ils sont éloignés géographiquement. Donc le premier sujet, c'est la répétition dans la communication, essayer de toucher directement les équipes au plus près. Et puis après, ça a été de travailler sur une démarche RSE avec le comité 21, la plus pragmatique possible, peut-être à petits pas, sans doute même à petits pas, mais en tout cas qui ne soit pas hors sol, parce qu'on a vu aussi un certain nombre d'entreprises que je nommerai évidemment pas, où il y a des super outils de communication, ainsi de suite, mais enfin le fond, il n'y a pas grand-chose. Donc nous, on a essayé de travailler sur le fond beaucoup, la forme peut-être pas assez, en tout cas vous nous le dites de temps en temps, comité 21, mais de travailler sur le fond et notamment d'avoir un comité de pilotage de la RSE avec des représentants de différents services, ressources humaines, exploitation, achat, immobilier, et ainsi de suite, et d'autres, qui sont complètement, dont les objectifs RSE en fait, de l'entreprise sont portés par ces équipes-là dans leur service. C'est-à-dire c'est du très concret, c'est du petit pas, comme je disais parfois,
mais ce n'est pas du tout hors sol, avec un outil de communication très fort à l'extérieur ou à l'intérieur, et des actions finalement ne font pas tellement sens. Donc on les a reliés avec notre projet stratégique, les piliers RSE et les actions RSE, et répartis au sein du comité de pilotage pour être portés par un certain nombre d'équipes et de services. Alors, on voit les bonnes pratiques justement pour bien partager votre gouvernance et les prises de décision de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des freins justement pour partager cette gouvernance, par exemple au niveau, vous en avez un petit peu parlé, sur les équipes éclatées sur les différents sites? Oui, dans les freins, il y a le fait que nos établissements sont répartis aux quatre coins du territoire, enfin pas tout à fait, mais enfin pas loin, y compris en Belgique. On a aussi des établissements en Belgique. Ça, c'est le premier frein. Le deuxième sujet, du coup, c'est le taux d'effort pour embarquer 700, un peu plus de 700 salariés, donc quasiment 10% des salariés, plus les 2000 autres, donc plus de 2000 salariés qui sont actionnaires aujourd'hui de LNA Santé sur les 7500, il est très important. C'est-à-dire que ça fait 6 mois là qu'on communique régulièrement, physiquement, à distance, par écrit, auprès des équipes pour leur faire comprendre, sans les pousser, parce que l'idée, ce n'est pas de pousser en disant il y aura 2 catégories de salariés, maintenant il y aura ceux qui sont associés, puis les autres qui ne le sont pas, ce n'est pas du tout ça, mais de les embarquer dans une aventure où ils risquent leur propre argent. Il faut être bien clair, ils investissent pour être propriétaires d'une partie de l'entreprise. On a accompagné cet investissement par des emprunts bancaires, par de l'abondement, par de la décote, donc une remise sur le prix de l'action, mais enfin c'est bien leur argent qu'ils investissent. Donc il faut faire comprendre les mécanismes économiques aussi. C'est quoi être actionnaire d'une entreprise ? Ça donne droit à quoi ? Ça ne donne pas droit non plus à être, je le répète, deux niveaux de salariés, entre guillemets. Il n'y a pas des super salariés qui sont associés puis les autres. Il faut bien embarquer tout le monde, mais on avait envie qu'ils soient au rendez-vous. Ils l'ont été. On n'avait jamais imaginé qu'ils investiraient plus de 30 millions d'euros. Ils l'ont fait. 10% du capital, on s'était fixé 5%. Dans les objectifs de début d'année sur cette opération, c'était d'avoir 5% du capital détenu par les salariés. C'est 10 finalement. Donc c'est une super réussite, mais avec un taux d'effort effectivement qui aura été conséquent. Et puis, il faut animer derrière, parce que investir à un moment donné, croire en l'entreprise, c'est intéressant, mais si derrière c'est pas vécu concrètement finalement, d'où ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on va avoir un conseil d'administration de LNA Ensemble qui se réunira tous les 2 mois, sans doute en visio souvent, mais avec des représentants de chaque métier dans chaque région. Et puis on aura une assemblée générale annuelle où on les fera venir à Vertou, visiter le siège pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis passer un temps de réunion, de cocktail, puis de soirée, avant qu'ils repartent dans leurs établissements. Donc il y a un taux d'effort important, mais ça vaut le coup. Et également, dans un des freins, ou en tout cas un besoin identifié pour partager la gouvernance, vous parliez également de compétences et de se doter des compétences plus différentes, je ne sais pas. Oui, parce que sur ce sujet-là, vous pouvez un peu nous en fait, éclairer ? c'est toute une animation en outils, y compris en outils. C'est-à-dire que l'idée demain, c'est que les salariés... Alors déjà, on est en train de le déployer là pour l'ensemble des salariés, et après on fera pour les salariés associés, d'avoir une application en fait salarié LNA Santé pour avoir accès à son planning, pour avoir accès à un certain nombre d'informations de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier élément. Et demain, ce qu'on voudrait aussi, c'est d'avoir un portail en fait où le salarié qui est associé, comme avec votre banque sur votre smartphone, vous avez accès à vos documents, vous avez accès à un certain nombre d'informations. Et bon, ça faut le créer, il faut l'animer, il faut s'outiller. Il faut des gens au service juridique qui répondent aux questions. Enfin, quand vous avez 700 personnes, donc beaucoup plus, qui ont posé un certain nombre de questions, qui appellent, qui envoient des mails pour comprendre, qui ont besoin... Bon, voilà. Donc, il y a quelques obstacles. Enfin, il y a quelques enjeux, en tout cas. Après, un petit peu en conclusion, qu'est-ce que vous apporte justement cette nouvelle dynamique qui vient renforcer le partage de votre gouvernance ? Ça vaut le coup, je vais dire, même si c'est encore très, très récent. Très frais, oui, donc, tout à fait. Oui, ça vaut le coup dans une dynamique d'entreprise, parce que vraiment, là, on a
je trouve des sujets vraiment encore plus de fond avec un certain nombre de salariés, parce que quand ils investissent leur argent, ils aiment savoir dans quoi ils investissent, mieux comprendre. Donc on a vraiment eu des débats super intéressants, et ça va durer. Et puis, je le répète, l'éclatement géographique, faire vivre en fait l'entreprise, c'est pas évident pour l'ensemble des équipes. Je vais vous prendre un exemple très simple. On est une entreprise nantaise dont la plupart des salariés ne sont pas nantais. Donc sur l'ancrage territorial, on a un certain nombre d'actions nantaises, j'ai envie de dire, partenaire de Nantes Métropole pour le fonds de dotation culturelle, partenaire de la fondation Audencia, et ainsi de suite. Mais ça, nos salariés, la plupart des salariés, ils ne vivent pas en fait. Ça ne leur parle pas. On a un autre partenariat qu'ils vivent là très concrètement, qui est avec le FC Nantes. Le FC Nantes, on est sponsor. Et au-delà des sponsors, parce que bon, le maillot, ça dépend comment la photo, la caméra est prise. Donc vis-à-vis du grand public, est-ce que ça nous a fait plus connaître? J'en sais rien, sincèrement. Par contre, ce que je vois très bien, c'est qu'en termes d'animation pour les équipes, c'est hyper dynamique. C'est-à-dire très concrètement, toutes les semaines, à tous les matchs, on invite 20 à 40 salariés à aller voir leur équipe contre le FC Nantes. Donc je peux vous dire que quand c'est PSG Nantes, c'était la bataille pour être... Et c'est un principe de tirage au sort. Ce n'est pas la direction de l'établissement qui choisit qui va y aller. C'est un principe de tirage au sort dans l'établissement. Et bien ça, très concrètement, le faire vivre des temps ensemble de collègues entre établissements avec leurs enfants, leurs conjoints, enfin qui ils veulent, pour aller voir quelque chose d'offert par l'entreprise, un match de football, ça dure toute la saison, toutes les semaines ça revient, et puis deuxième élément, c'est qu'une fois par an on a la Beaujoire pour nous, pour jouer sur le terrain des professionnels, avec un principe de tournoi sur toute la journée homme-femme, un homme, une femme de chaque établissement. Ben ça je peux vous dire que c'est très concret dans le partenariat, et ces dames notamment se prennent souvent en photo pour envoyer à leurs conjoints ou à leurs cousins ou à leurs enfants en disant « Regarde, moi je joue sur un terrain de foot de Ligue 1 et pas toi ». Donc ça c'est un sujet très très concret pour faire vivre le groupe et l'entreprise concrètement en interétablissement. Et bon, vous avez traversé la crise Covid, là, bon, vous êtes encore dedans, mais ces dernières années, justement, sur le partage de la gouvernance avec vos salariés, sur le fait d'avoir un ADN axé sur une culture familiale et humaniste, est-ce que ça vous a permis justement d'être plus résilient pendant cette crise et de faire grandir l'entreprise ? Oui, je pense que oui, clairement, parce que oui, on a vécu des moments, enfin, si on se souvient tous de mars 2020, alors nous, on a fait le choix de fermer nos établissements quelques jours avant que ce soit obligatoire, parce qu'on sentait, il se trouve qu'on avait quelqu'un qui vivait en Chine, qui était le fils d'un de nos médecins, et qui avait bien compris qu'il y avait un gros malaise. Donc on a fermé nos établissements plus tôt que les autres, on s'est fait insulter par les familles, patients, dans la presse, on a eu des articles en disant qu'on était des fous furieux. Bon, quelques semaines après. Mais enfin, en général, l'article de presse qui vient s'excuser de ce qu'il avait dit avant, il n'existe pas tellement. Donc, mais voilà, mais on avait fait quand même le bon choix. Et puis, on a vécu des moments très, très compliqués, fermeture d'une partie de nos activités. On a eu des salariés qui sont décédés quand même du Covid dans la première vague. Donc, ça a été des moments très, très compliqués. Et je peux vous dire que quand le samedi soir, le premier week-end d'avril, vous envoyez à toutes les adresses mail le fait, là aussi on parle de gouvernance et de transparence, le fait qu'il y a une des salariés qui est décédée, une de nos infirmières qui est décédée dans un établissement, je peux vous dire que c'est lourd d'appuyer sur le bouton envoi du mail. Donc, mais nous, on voulait absolument que l'information, elle soit à l'intérieur de l'entreprise et pas que les équipes l'apprennent par les médias, parce que notre crainte à nous, c'était que nos équipes prennent peur et donc désertent nos établissements. Ce qui ne s'est jamais passé, au contraire, une mobilisation de dingue. Et je pense que oui, on a vécu ça en mettant le siège complètement au service des établissements pour livrer les masques, pour livrer des bonbons, des gâteaux, enfin tout ce qui pouvait soutenir le moral des équipes. Et ça, elles l'ont vécu. Et que l'entreprise familiale, dans ces cas-là, elle est incarnée. Moi, je sais que je me suis beaucoup adressé aux équipes par vidéo, régulièrement. Et ça, je pense que oui, à la sortie de la première vague notamment, on a eu beaucoup de témoignages en disant on a encore mieux compris ce qu'était un groupe familial en fait. Ben, écoutez, merci beaucoup pour ce premier échange et témoignage. Donc, je propose à Cyprien de KPMG
d'avoir son œil d'expert un petit peu par rapport à ce que vient de dire Willy Sired et Elena Santé. Cyprien, à toi la parole. Merci Anne, merci Willy pour ce témoignage très éclairant sur le modèle Elena Santé dont on a bien vu qu'il était particulier. Alors on a appris beaucoup de choses. On a appris que Elena est une entreprise de taille intermédiaire. Vous savez, ces fameuses ETI dont on aimerait bien qu'elles soient plus nombreuses en France. On a appris aussi que Elena Santé est une entreprise familiale. Ça a été beaucoup dit par Willy. Les entreprises familiales sont essentielles dans le tissu économique français parce qu'elles y sont d'abord majoritaires. Et parmi ces ETI, il y en a à peu près 5400 en France. Près de la moitié d'entre elles sont des entreprises familiales. On a appris également que Elena avait organisé une gouvernance ouverte et collaborative. Et enfin, on a appris ce chiffre assez important, 10% du capital de la société détenu par des collaborateurs du groupe. Et 10%, c'est très significatif pour une société là, de la taille de Elena. Même si c'est déjà une grosse société, 10% du capital d'une société ETI détenue par ses collaborateurs, c'est très significatif. Alors, avant de revenir sur peut-être le modèle de Elena plus en détail, juste quelques remarques générales sur ce qu'est la gouvernance. La gouvernance, on peut la définir comme l'ensemble des règles dont une entreprise se dote pour assurer son bon fonctionnement. L'idée, c'est de créer les conditions d'une prise de décision qui soit efficace, au service de la performance de l'entreprise et aussi au service de sa pérennité. Alors, c'est des concepts qui sont apparus dans les années 90, ça vient plutôt du monde anglo-saxon, et l'idée de départ, c'était de limiter l'exercice solitaire du pouvoir. Alors, au début, ça concernait très essentiellement les plus grosses sociétés, celles qui sont cotées en bourse, et progressivement, ça a infusé, et ça concerne désormais la plupart des entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur typologie. Et ça, c'est lié au fait qu'on a tous des attentes croissantes vis-à-vis des entreprises, nous tous, citoyens, consommateurs, la puissance publique, et aussi la totalité de la société, des parties prenantes. Pour la gouvernance, ce qui est important de retenir à ce stade, c'est qu'en réalité, ce n'est pas la loi qui fixe les bonnes règles de gouvernance. C'est à chaque société de les imaginer, de les mettre en œuvre en fonction de qui elle est, de son contexte propre, de son actionnariat, de son organisation. Si on revient maintenant sur le modèle particulier de Elena, et ce qui fait ses caractéristiques essentielles. Alors, Willy l'a défini tout à l'heure, le modèle de Elena, c'est un modèle familial et un modèle entrepreneurial qui a mis en son cœur le bien-être des patients, le bien-être des résidents et de l'ensemble des collaborateurs du groupe qui sont à leur service. Le modèle repose en réalité sur deux piliers. Le premier pilier, c'est l'ouverture des outils de la gouvernance. Et ça, c'est la co-construction du plan stratégique. Mais c'est aussi l'utilisation vertueuse de la représentation des salariés au conseil d'administration. Ils sont 2, et il y a un conseil d'administration tous les mois. C'est absolument vertueux. Et le deuxième pilier, c'est donc l'actionnariat salarié au travers de ces deux mécanismes qu'a cité Willy tout à l'heure, qui visent en réalité à proposer à chaque collaborateur de la société d'en devenir un actionnaire, quel que soit son métier, quelle que soit sa région, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle. Et ce qui est tout à fait notable, c'est qu'aucun de ces deux éléments n'est tout à fait naturel pour une entreprise familiale. Une entreprise familiale, elle a construit son développement dans une logique, dans un contexte de concentration de la détention du capital et de la détention du pouvoir de direction. Ce qui pose une question intéressante, c'est pourquoi une société comme Elena a fait ces choix-là. Là aussi, Willy y a répondu tout à l'heure. Elena a fait ce choix, c'est un choix d'indépendance et c'est un choix de pérennité. Pourquoi ? Parce qu'en alignant les intérêts de ses actionnaires, de ses dirigeants et de ses salariés, les ressources de l'entreprise sont complètement libérées au service du patient et au service de la performance de l'entreprise. Alors ça pose une dernière question, qui est une question assez intéressante, c'est est-ce que le modèle de Elena est un modèle réplicable à d'autres sociétés ? Alors ce qu'on sait en France, c'est qu'on a un enjeu qui est assez essentiel pour notre économie, c'est de savoir si on va réussir à préserver l'outil productif sur l'ensemble de notre territoire national. Pardon. C'est un enjeu qui est assez essentiel et un des moyens d'y répondre,
c'est nos entreprises familiales. Nos entreprises familiales, excusez-moi, je bois un peu d'eau. Nos entreprises familiales elles détiennent le pouvoir. LNA Santé a apporté une réponse assez intéressante à ça, qui est la détention du pouvoir et du capital. Reprends ton souffle, Cyprien. On va lui laisser boire un petit peu d'eau. Avec le masque, c'est pas toujours évident. Excusez-moi. La question intéressante, c'est celle de la transmission. Les entreprises familiales ont une difficulté de transmission. Et LNA Santé y a apporté une réponse intéressante, qui est la détention conjointe du capital par la société et par les salariés. Et c'est pour ça qu'il faut absolument encourager la transmission de ces entreprises familiales par ce biais-là. L'exemple de LNA Santé n'a donc pas forcément une vertu universelle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un exemple intéressant à considérer pour n'importe qui réfléchit à comment pérenniser nos entreprises. Merci. Pardon, j'étais en train de regarder mes SMS. Merci beaucoup, Cyprien, pour cet éclairage sur la gouvernance. Merci, Willy. Ce que je vous propose maintenant, c'est... on va passer au jeu des questions-réponses, quoi, pas au jeu, en tout cas à l'exercice de questions-réponses. Est-ce que vous avez bien tous noté le numéro? Alors attendez, je vais vous le remettre. Je vais revenir en arrière. Non, voilà. Vous le voyez en haut à gauche et vous pouvez donc directement faire votre SMS et j'aurai les questions. Donc, je regarde les questions. Attendez. Alors, Willy, première question. Comment gérez-vous la prise de participation d'un salarié investisseur en cas de démission du collaborateur? C'est une très très bonne question, ça, parce que ça a été un vrai sujet sur le fait de se dire... Alors nous, ce qu'on a demandé à nos salariés, enfin dans le deal, hein, entre guillemets, il y avait le fait d'être là pour 6 ans minimum. Enfin, d'être actionnaire pour 6 ans minimum. Disons, c'est pas... vous venez pas là, c'est pas du jeu, quoi. C'est pas... j'investis, j'achète l'action à, qu'importe, 50, et puis dès qu'elle est à 55, je la revends, et puis c'est pas ça le sujet. Hein. Le sujet, c'est d'être dans le temps, de contrôler l'entreprise, parce que je répète, effectivement, d'avoir les dirigeants des familles, plus... les salariés qui contrôlent l'entreprise au sein d'Impact d'associés, pour nous, c'est hyper important et c'est hyper rassurant pour nos partenaires bancaires ou autres. Je vais vous dire qu'ils étaient très contents quand ils ont su que c'était 10% et pas 5%. Et donc après, ça, c'est à l'entrée. Quand je rentre, voilà les conditions qui étaient là. Et puis, comme on n'aura évidemment pas les 700 et quelques salariés qui seront là dans 6 ans ou 7 ans, je ne pense pas, c'était les conditions de sortie. Donc, les conditions de sortie, on les a aménagées, puisque au départ, c'était assez clair, c'était je sors, alors pour 2 raisons, je vais expliquer pourquoi, je sors de l'entreprise, quelle que soit la raison, je quitte l'entreprise, je vends mes actions. Pourquoi je vends mes actions? Parce que, alors je sais que ça, quand je l'ai présenté aux directions d'établissement la première fois, ça fait tiquer un peu. Ah bon, il faut vendre quand nos équipes sortent. Bah oui, parce que si votre médecin, votre infirmière ou que sais-je, votre chef de cuisine, il va travailler chez le concurrent, je ne vois pas pourquoi il profiterait de la croissance de LNA Santé alors qu'il est parti chez le concurrent. Ah ouais, d'accord, ouais, vous avez raison. Ok. Donc le sujet, je quitte l'entreprise, il a été assez vite compris en disant, le jour où je quitte, je dois vendre mes actions dans un temps donné, hein, ce n'est pas le jour même évidemment. Et ça a aussi une autre vertu, c'est que ces 700 premiers salariés, ce n'est pas un club d'initiés fermé.
ça a vocation à être vivant. Et donc, pour que ce soit vivant, quand il y a des salariés qui sortent de l'actionnariat, il faut qu'il y ait des salariés qui puissent rentrer, d'autres nouveaux qui n'ont pas pu faire l'opération la première fois, pour X raisons, ou qui sont arrivés après dans l'entreprise, et il n'est pas question de leur dire « Désolé, le train il est parti fin 2021, fallait être là à ce moment-là ». Non. Donc, l'objectif, c'est que ce soit dynamique, vivant sur cet actionnariat salarié. Ce qu'on a juste aménagé, puisqu'on a eu des cas très concrets de personnes qui nous ont dit « Écoutez, moi, je suis à la retraite dans 3-4 ans, 6 ans, non, c'est trop long pour moi, du coup, je ne peux pas rentrer. » Et du coup, on a aménagé, en cas de départ en retraite, vous avez 2 ans pour vendre vos actions. Ce n'est pas à effet immédiat. Donc voilà, on a essayé de travailler ça pour qu'on embarque un maximum de personnes et qu'au moment où ils quittent l'entreprise, ils vendent, ou alors, si c'est un départ en retraite, ils ont 2 ans pour céder leurs actions. Merci. Et justement, tout à l'heure, vous parliez du succès, entre guillemets, du 10%, alors que vous aviez prévu un 5%, et du fait que ça a mobilisé plusieurs personnes. Et il y a donc une question sur quelle est la catégorie socio-professionnelle, un petit peu, des salariés qui ont décidé de... Alors, c'est très varié, et d'investir. Cyprien le disait, c'est tout métier, et ça, on en est vraiment ravis et fiers même. Sachant que, je vous ai dit, il y avait deux opérations en même temps, LNA Ensemble, une société de salariés associés, et le fonds commun de placement. Le fonds commun de placement, il n'y avait pas de montant minimum, il y avait un abondement de l'entreprise à 100%, puis dégressif pour favoriser les plus bas salaires, et il y avait une remise sur le prix de l'action de 10%. Donc vous achetiez l'action 10% moins cher, vous aviez un abondement de l'entreprise. Et si vous vouliez mettre 50 €, vous mettiez 50 €. Donc là, on a eu 1096 personnes, pour être précis, qui sont ajoutées, qui ont investi à cette occasion-là, de tout établissement, de tout métier. Mais même dans LNA Ensemble, où là, il y avait des critères un peu plus sélectifs, c'était 5 000 € minimum d'investissement, qui pouvaient être couverts par un emprunt sur 7 ans, donc ça fait grosso modo 65 € par mois, si j'emprunte sur 7 ans. Et là, donc c'était quand même plus sélectif, parce qu'il fallait soit emprunter, soit apporter 5 000 €. Et il n'y avait pas de plafond, donc il y a des gens qui ont investi des sommes assez importantes. Et de tout métier et de tout établissement. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire de vie de vos équipes. Vous pouvez très bien avoir une conjointe, un conjoint qui ont d'autres métiers, qui ont hérité, et ainsi de suite, et vous avez envie de placer de l'argent, vous avez envie de placer de l'argent. Et donc on a eu... on ne les a pas communiqués, évidemment, on n'a pas communiqué qui à combien. On a communiqué qui avait investi, mais pas combien, évidemment, y compris aux directions d'établissement. C'était une relation directe entre le salarié et nous, c'était le service juridique, ça ne passait pas par la direction d'établissement. On voulait que ça reste privé, c'est un investissement évidemment personnel. Et on a eu vraiment parfois des surprises avec des personnes de métiers hôteliers, restauration ou autres, qui ont investi des montants parfois très conséquents. Donc ça, on en est ravis parce qu'on a une répartition géographique assez bien dispersée, même s'il y a un focus région Grand Ouest un peu plus fort. Bon, c'est aussi là où est le cœur de l'entreprise. Mais vraiment de tout métier. D'où l'idée d'avoir des collèges représentant les salariés par métier, par région. Donc très concrètement, sur le collège médecin, il y a 5 régions, sur le collège personnel hôtelier, il y a 5 régions, et il y aura 25 représentants salariés au conseil d'administration de LNA Ensemble. Alors, une question, vous l'avez abordée un petit peu, mais un peu plus précisément. Est-ce qu'il est possible de nous divulguer le montant moyen d'investissement alors oui, ce serait possible, mais le problème c'est que je ne l'ai pas en tête. Si vous faites simple, vous faites, je suis désolé, mon téléphone, il est dans ma poche, vous faites 32 millions d'euros divisé par 700, et ça va vous donner le montant moyen. Donc je ne sais pas si quelqu'un peut le faire là, mais ça va vous donner le montant moyen. Sachant que c'est très variable, parce qu'il y a forcément, la moyenne ne serait pas le bon critère, il faudrait regarder la médiane. Parce qu'il y a forcément des salariés qui ont investi 5 000 € pour une première fois, non pas pour voir, mais dans une phase d'apprentissage. Et puis vous en avez d'autres, dans n'importe quel métier, qui ont investi 50, 100 000, 200 000 €. Donc là, ça commence à faire des sommes quand même très conséquentes. Donc c'est plus la médiane qu'il faudrait regarder que la moyenne. Mais je sais pas combien ça fait en moyenne. 32. Très bien. Eh bien.
Merci. Alors, on va revenir sur le partage de la gouvernance. Une question, est-ce que justement ce partage de la gouvernance ne pourrait-il pas se faire sans passer par l'ouverture capitalistique ? Alors, si, il se fait déjà, parce que Cyprien l'a dit, de toute façon, compte tenu des obligations de l'entreprise, on a 2 salariés représentés au conseil d'administration depuis pas mal d'années. Ce qui est riche, certains de nos administrateurs, quand ils ont une question, concrètement sur le terrain, ça se passe comment, ils s'adressent directement aux salariés, pas à nous, en conseil d'administration. Donc très bien. Ça, c'est notre obligation. Nous, on aura en plus un représentant de LNA ensemble présent au conseil d'administration. Donc oui, ça peut évidemment c'est pas restrictif, passer par la co-construction du projet stratégique, ainsi de suite. Au niveau de la gouvernance, à un moment donné, le conseil d'administration, c'est un organe important, et puis le comité de direction du groupe s'appuie sur tout le travail, par exemple des journées métiers pour le projet stratégique. Donc, mais il nous semblait que la détention de l'entreprise, c'était un élément important. Je vous prends un exemple tout simple. Quand je vais sur une vingtaine d'établissements à peu près par an, passer une journée avec les équipes. Quand vous êtes dans un établissement, que les équipes et la direction vous le font visiter, et qui vous disent chez nous, c'est comme ça que ça se passe, l'idée, c'est de renforcer le chez nous, en fait. Et le chez nous, quand j'ai un petit bout de l'entreprise, c'est encore un peu plus chez moi, quand même. Après, je me permets juste un commentaire. Donc, il y a un choix stratégique de LNA qui est le choix de l'indépendance, et c'est aussi un moyen pour embarquer les équipes sur un projet managérial dans un contexte multisite qui crée de la complexité pour embarquer les gens. Mais effectivement, il y a d'autres pays qui ont fait des expérimentations et qui ont des modèles tout à fait différents. C'est le modèle de la cogestion. En Allemagne, dans les plus grandes entreprises, c'est que les plus grandes, mais dans les plus grandes entreprises, il y a dissociation de la détention du capital et de la détention des droits de vote. Donc le pouvoir est dans les mains de ceux qui ont les droits de vote, et on donne dans les grandes entreprises 50% des droits de vote aux salariés. En Suède, ça va encore plus loin, c'est toutes les entreprises sont concernées par cette dissociation, et un tiers des droits de vote dans les conseils d'administration qui prennent les décisions quant à la vie de l'entreprise sont donnés aux salariés. Dans les entreprises familiales, il y a un sujet de transmission qui est essentiel, et en France, on transmet moins les entreprises familiales que dans les autres pays européens. Et un des moyens de renforcer la transmission, c'est en effet d'associer les salariés au capital conjointement à la famille. C'est le choix qu'a fait LNA. C'est un choix qui est, il faut bien le dire, qui est quand même complètement innovant, dans des proportions aussi importantes dans une ETI, mais c'est un modèle qui vise à favoriser donc, la transmission des entreprises familiales. Et on l'a dit, c'est elles qui sont dans... LNA est une entreprise de service, mais beaucoup de ces entreprises familiales sont dans l'industrie, et les emplois industriels sont dans les territoires. Et donc, si on veut préserver des emplois dans les territoires, il faut préserver ces entreprises familiales. L'association des collaborateurs capital est une voie intéressante pour y arriver. Alors, j'ai encore beaucoup de questions. Il nous reste 2 minutes. Alors, je vais essayer de prendre celles qui regroupent le même thème. On parlait de taux d'effort tout à l'heure, et justement, sur toutes ces rencontres d'interconnaissance, de CA, tout ce que vous faites pour partager la gouvernance, est-ce que vous pourriez estimer combien d'ETP ça représente, ou quelle charge de travail ça représente ? Est-ce que vous le mesurez ou bon, c'est pas. En rythme courant, j'ai envie de dire non, on le mesure pas vraiment. Là, pour le coup, les 6 derniers mois, on l'a bien mesuré. Ce qui est compliqué, c'est du temps en plus, quoi. C'est-à-dire que l'entreprise, elle ne s'arrête pas pendant ce temps-là, que maîtriser sa gouvernance, son capital, faire une augmentation de capital, comme on l'a réalisé sur les 6 derniers mois, là, c'est hyper important, c'est hyper stratégique, et en même temps, ça ne fait pas vivre les établissements au quotidien. Donc c'est forcément en plus, c'est beaucoup de temps passé pour le service juridique, pour le service ressources humaines, pour les dirigeants. Je ne saurais pas le mesurer, mais c'est vrai qu'on ne ferait pas ça... si on peut ne faire ça que tous les 5 ans ou 6 ans, c'est quand même beaucoup mieux. Mais ça crée de la valeur. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que ça vient en plus, parce que en plus, là, pour le coup, vous êtes forcément à multiplier les temps d'échange, les rencontres, pour expliquer le modèle économique de l'entreprise, qui fait l'intérêt, ainsi de suite, d'être actionnaire. Donc,
Alors, je vais encore poser 2 questions pour qu'on soit dans le timing. Bon, 14h45. Est-ce que vous envisagez de créer un fonds de dotation actionnaire pour transmettre gratuitement les titres ? Alors ça, j'en sais rien du tout. J'avoue que je suis pas un spécialiste du sujet. À date, non. Ce qu'on essaye... pour répondre aussi un peu au profil des salariés qui ont investi, ça ne veut pas dire que c'est un profil majoritaire, mais en tout cas, il y avait deux types qui étaient assez intéressants. C'était « je suis à moins de 10 ans de ma retraite et je prépare ma future retraite en espérant que l'action Helena Santé va beaucoup progresser. Et je suis au début de ma vie professionnelle et j'ai envie de préparer le financement des études de mes enfants. » Et ces 2 profils-là, on les a souvent rencontrés. Donc non, on n'en est pas encore à l'étape d'après. Là, on va déjà essayer de mettre en place ce qu'on vient de mettre en œuvre, mais on est vraiment dans une dynamique de long terme. Tant mieux si les salariés peuvent être associés pendant 6 ans, 12 ans, parce que je suppose qu'on être à l'opération. Enfin, c'est pas je suppose, c'est sûr. Donc tant mieux. Si c'est dans la durée, ça colle très bien à l'ADN d'une entreprise familiale. Et Willy l'a dit, il y a eu un certain nombre d'incitations pour les salariés financières pour accompagner en fait l'investissement dans la société. Il y a l'abondement, c'est-à-dire que l'entreprise met 1 euro dès qu'un salarié met 1 euro dans le dispositif de FCPE. Il y a une décote sur la valeur de l'action. Helena, c'est une société cotée en bourse, ça, on ne l'a pas dit, mais du coup, la cotation en bourse permet d'avoir à tout moment en fait, une vision de la valeur de l'action qui est cristallisée dans le cours de bourse. Ça, c'est le prix. Et par rapport à ce prix-là, les salariés qui ont investi ont obtenu une remise. Et puis la société a également mis en place l'accès à des solutions d'emprunt, puisque compte tenu de la somme qui est moyenne qui a été donnée, évidemment, ça peut aussi se faire par voie de recours à l'emprunt. Et la société a organisé pour le compte des salariés candidats à l'investissement dans la société les modalités d'un emprunt pré-packagé, en fait. Donc voilà. Oui, sur l'emprunt, il n'y avait qu'à être salarié, en fait, et vous n'aviez pas de garantie personnelle à apporter, parce que vous pouvez vous-même aller auprès de votre banque emprunter pour acheter des actions, sauf que votre banquier va tout de suite vous mettre des garanties sur votre appartement, votre maison. Là, la seule garantie, c'était les actions que vous achetiez. C'est quand même très sophistiqué comme accompagnement. Je vais dire le mot de la fin et la question de la fin pour pouvoir conclure, même si vous en avez parlé, mais pourquoi se lancer justement dans le partage de cette gouvernance en mot de conclusion? Parce que depuis le début, Helena Santé, ça a été une aventure collective, dont moi je ne suis pas responsable, entre guillemets, c'est mon père qui l'a lancé. Et puis parce que moi, à titre personnel, c'est aussi ce qui m'anime. Donc c'était naturel en fait. On ne s'est pas posé la question finalement, c'est naturel. Très bien. Écoutez, un grand merci pour le temps que vous avez dégagé, Monsieur Siret et Helena Santé, et puis Cyprien également. Merci beaucoup. Il reste encore quelques questions. Si vous voulez échanger avec Willy, je ne sais pas s'il est disponible, mais en tout cas, vous pouvez peut-être lui poser encore 2-3 questions à la fin de ce témoignage. Merci encore. Merci à tous d'avoir participé à ce témoignage. Et si vous souhaitez aller encore plus loin sur des sujets de gouvernance, de dialogue parties prenantes, sachez qu'au niveau de Comité 21, on fait pas mal de choses là-dessus. On a publié 18 propositions pour ouvrir le dialogue. Donc, on est sur les stands du village. Merci encore. Merci beaucoup.